Je commence par une anecdote. Une plutôt bonne surprise hier. J'ai un rendez-vous dans la rue. La personne qui doit venir m'annonce par SMS 10 minutes de retard. Alors j'ai dans mon sac un Valérie Pléiade. Et pour patienter, je le sors, je l'ouvre absolument au hasard. Haut de page, inspiration méditerranéenne. Ce que je commence à lire me plaît, me séduit, mais rapidement me saisit. Oui, je croyais connaître ce texte depuis bien longtemps, d'où vient que je lui trouve maintenant une couleur particulière, un relief si singulier. Demandez-vous un peu comment put naître une pensée philosophique. Ah oui, la question m'enchante et même m'amuse. Je dirai tout à l'heure pourquoi. Et quand je dis que je suis saisi, c'est déjà par le début de réponse que Valéry apporte lui-même à sa question. Mais réécoutons la question et suivons ce début de réponse. Demandez-vous un peu comment put naître une pensée philosophique. Quant à moi, je ne tente de me répondre, si je me pose cette question, que mon esprit aussitôt ne me transporte au bord de quelque mer merveilleusement éclairée. Au bord de quelque mer merveilleusement éclairée. Ça, le poète ne dort jamais chez Valéry, mais ne sommeille pas davantage en lui l'esprit toujours prêt à débusquer nos candeurs, nos automatismes, nos croyances. Alors, pourquoi ce texte que je pensais m'être si familier éveille-t-il en moi une si soudaine nouveauté d'écho? Là, dans la rue, je lis, et plus je lis, plus je suis saisi, et je bénis le retard de la personne attendue. Bizarre quand même, qu'est-ce qui a bien pu transformer ce texte à mes yeux? Je finirais par croire qu'entre ma première lecture et maintenant, Valéry serait venu lui-même apporter de profondes transformations à son texte. Je plaisante, mais à la réflexion me revient une raison plus sérieuse, un gros effort que j'ai dû faire en 2006. Un gros effort pour l'écriture d'un texte, d'une étude, disons, philologique qui m'avait été commandée, et je me rends compte là, maintenant, à cette seconde, je ne le savais pas hier, c'est probablement l'une des conséquences de cet exercice que de me faire sentir la leçon de Valéry comme si, incroyablement, neuve. J'ai parlé d'un écho, mais je crois que ce mot est à prendre au sens propre. Imaginez, je m'aperçois, poursuivant ma lecture, que dans ces inspirations méditerranéennes de 1936, Valéry tire de la mer, nous l'avons vu, et nous allons le voir encore mieux, du langage de la nature, ce que mon étude m'a fait tirer de la mer, avec un E, de la langue dite maternelle. Et écho toujours, approfondissement, élargissement, Valéry déduit, comme je déduis de mes observations le conditionnement individuel, Valéry déduit des siennes le conditionnement de toute l'humanité dans tous ses comportements réflexes, en lien avec les religions, la philosophie, la recherche de sagesse, les croyances, promesses de salut, etc. Valéry commence donc par nous enjoindre de nous interroger. Demandez-vous un peu comment put naître une pensée philosophique. C'est la question centrale de ces inspirations méditerranéennes de 1936. Et 2006, 70 ans plus tard, me voici moi avec la question fondamentale de mon étude, les dessous du langage, qu'est-ce que parler? Qui va inclure, pour imiter la formulation de Valéry, comment peut naître la parole? Et ensuite, par conséquence, qu'est-il possible à l'homme d'exprimer? Je prends l'homme non pas même au berceau, mais avant,
l'homme en formation, l'homme dans le ventre de sa mère, qui est déjà travaillé de tous les bruits qui finiront par s'agencer dans une langue d'où il tentera d'extraire sa pensée quand il sera grand, ou croira l'être. Qu'est-ce que parler? S'interroge un poète. Quel est cet acte étrange? Et d'où vient tant de foi dans cette expiration, dans cette restitution d'un peu de l'air qui nous entoure, changé en verbe par l'appareil de la phonation et revêtu de sens par l'habitude, dès notre ébauche humaine, dès notre vie intra-utérine, depuis notre formation et durant notre développement fœtal. Quelque chose du verbe et de ses vibrations vient façonner notre être. Nous saluons d'un cri notre venue au monde, à l'air, à la lumière. Rien n'est normal encore, nous ne sommes pas fixés. Nos yeux s'ouvrent au premier aperçu, puis à l'identification des éléments du décor terrestre de cette vie débutante où la répétition tient le tout premier rôle. Notre oreille s'y déploie également et commence son éducation directe aux bruits extérieurs de toutes sortes, dont les sons du langage, j'ai mis familier, il va devenir familier, dont notre langue maternelle seront les plus nombreux à lui être adressés. Ce logos, depuis lors, nous touche de si près, dans un contact si permanent, il nous épouse, il fait si bien corps avec nous qu'il nous est impossible de ne pas le parler, de ne pas le comprendre. Travailler de son bruit dès avant la naissance, soumis à ses figures dès nos balbutiements, dressés à son usage le plus commun par toute notre éducation, nous ne pouvons plus, adultes, nous défaire ni des notions, ni des questions, ni des schémas de raisonnement contenus par avance dans ces mots imposés. Nous ne pouvons que parler, que croire nos paroles. Comment voir au-delà de nos définitions? Que penser au-delà des schémas du langage? C'est par quoi rien ne rompt, n'interrompt le mouvement du verbe. Il n'est pas d'objection qu'il ne broie, ne digère, dont il ne vienne à se nourrir et à croître. Valéry, lui, prend l'homme peut-être adulte, mais dans un autre berceau, celui de la civilisation. Le voici face à la mer, tout entier situation, tout sensation, soif, faim, désir, poreux à toutes les impressions physiques que sa langue primitive dira, avant qu'elle ne s'éloigne du tangible et ne s'autonomise dans l'abstraction. Il lui arrive que son regard sur la mer engendre un plus vaste désir que tout désir qu'une chose particulière obtenue puisse satisfaire. Il est comme séduit, comme initié à la pensée universelle. Ne croyez pas que je vous engage ici dans des subtilités. Il est connu que toutes nos abstractions ont de telles expériences personnelles et singulières pour origine. Tous les mots de la pensée la plus abstraite sont des mots tirés de l'usage le plus simple, le plus vulgaire, que nous avons débauché pour philosopher avec eux. Ah ça, nous pouvons compter sur Valéry pour recadrer, pour remettre à leur place, bien remettre sur terre, les mots de nos transports intellectuels ou spirituels, qu'ils soient d'ordre philosophique, métaphysique ou, a fortiori, mystique, les mots comme âme, esprit, substance, monde, idée, mais je lirai tout à l'heure plus longuement le texte dont je viens de ne donner que de courts extraits. Donc, Valéry pointe le désancrage verbal, la dématérialisation du lexique, et j'insisterai, moi, sur l'inconscience de ce déplacement et surtout
sur les conséquences de cette inconscience. Nous parlons constamment, j'en fais ici la preuve. Nous parlons constamment, que ce soit en nous-mêmes, remâchant sourdement notre fin de parole, que ce soit vers autrui, poussant par le diaphragme notre soif d'exprimer. Nous parlons, l'attention est captée, la foi dans le discours, le crédit accordé à ce bruit, mot, syntagme. Nous parlons et le sens prend le pas sur le son, l'entendement sur l'ouïe. Le monde des images fécondées par les mots se substitue au monde. La signification fait oublier le signe. Difficile de forcer la surface des phrases, de nous en arracher à l'usage réflexe, ordinaire, inconscient. Et les conséquences de cette inconscience, j'y suis toujours, j'y insiste. Tout le monde peut constater à quel point nous sommes prompts à nous jeter dans l'évanescence verbale, jusqu'en des disputations tout à fait décollées du monde sensible. Des exemples, des illustrations de ce que je dis me viennent à l'esprit en nombre. Tenez, la première, vous voudrez bien excuser son caractère un peu trivial, mais je la crois amusante. Un dîner, une soirée amicale, la conversation vient à porter, je ne sais plus comment, sur la sagesse. L'un des convives affiche aussitôt une gravité souriante, lève un doigt sentencieux et déclame « Le sage s'étonne de tout ». Oh, mais que n'avait-il pas dit là? Le sage s'étonne de tout. Mais non, voyons, le sage se fout de tout. Le premier des deux sages, celui qui s'étonne, garde le sourire. Mais le second, non, pas du tout. Il lui importe, il tient absolument à ce que le sage se foute de tout. Bon, je vais enlever le masque. Je vous avoue que le premier sage, c'est moi, et que je n'ai fait que citer André Gide. Le sage est celui qui s'étonne de tout. La sentence, non moins que la gravité affectée du ton de sa profération, n'avait d'autre but que faire sourire. Mais l'autre personne était dans un registre autrement sérieux et ne voulait pas démordre de me faire revenir de mon erreur. Le sage se fout de tout. Il ne s'en étonne pas. Bien. Encore ne s'agit-il ici que d'un échange intime, qui ne sort pas de l'ordre de la conversation privée. Mais, songeons dans quelle proportion le sérieux des échanges verbaux peut mettre hors de soi et créer d'entiers groupes humains, qui ne sont plus du tout où ils sont pour ne plus vivre que dans leur construction mentale. Mon opposant, tout à l'heure je l'ai dit, ne se foutait pas du tout de l'idée que le sage, lui, se fout de tout. Il ne voyait plus les autres convives, il ne goûtait plus le dîner que nous partagions, il ne cessait plus de se cogner dans le mur de l'idée qu'il s'était construite et qui lui cachait tout le reste. Eh bien, ouvrons maintenant n'importe quel livre d'histoire, histoire des idées, des religions. L'homme est fait pour causer, dit Valérie. Oh oui, il n'a pas trop tort. L'homme est fait pour causer. Et on voit pendant des siècles des débats sur l'existence, l'essence, qu'est-ce qui précède l'autre, la substance, la transcendance, l'accident, pour la philosophie, mais aussi pour la religion. Je pense à celle qui est encore à peu près dominante sous nos climats, à quel point on a pu se battre sur la présence réelle, ou bien, je me souviens aussi, le débat du filioque. Alors je vais mélanger un peu les termes. Est-ce que est-ce que l'esprit procède du Père et du Fils, du Père par le Fils, du Père pour le Fils? Et très sérieusement, et je le redis, pendant des lustres, des siècles, des gens s'empoignent sérieusement sur ces sujets qui pourtant n'auront absolument aucune conséquence concrète dans la vie réelle. Si peut-être plus on est nombreux à tenir un discours et à s'assembler
pour le tenir et à remplir une église. Cette église s'enrichira non seulement du nombre de ses adeptes, mais aussi elle enrichira ses caisses de leur obol. Mais refermons les livres d'histoire. Ouvrons nos chaînes d'information contemporaine. Comment se fait-il, troisième millénaire, que nous en soyons encore et toujours là? J'ai essayé, dans mon étude « Les dessous du langage », de montrer comment l'acquisition, ou plutôt l'imposition de la parole, nous y avait individuellement conduits, presque avant la naissance. Je vais y revenir, mais d'abord Valérie, qui voit dans la planète entière le berceau de notre conditionnement verbal. Demandez-vous un peu comment put naître une pensée philosophique. Quant à moi, je ne tente de me répondre, si je me pose cette question, que mon esprit aussitôt ne me transporte au bord de quelque mer merveilleusement éclairée. Là, les ingrédients sensibles, les éléments ou les aliments de l'état d'âme au sein duquel va germer la pensée la plus générale, la question la plus compréhensive sont réunis. De la lumière et de l'étendue, du loisir et du rythme, des transparences et de la profondeur. Ne voyez-vous pas que notre esprit ressent alors, découvre alors, dans cet aspect et dans cet accord des conditions naturelles, précisément toutes les qualités, tous les attributs de la connaissance. Clarté, profondeur, vastitude, mesure. Ce qu'il voit lui représente ce qu'il est dans son essence de posséder ou de désirer. Il lui arrive que son regard sur la mer engendre un plus vaste désir que tout désir qu'une chose particulière obtenue puisse satisfaire. Il est comme séduit, comme initié à la pensée universelle. Ne croyez pas que je vous engage ici dans des subtilités. Il est connu que toutes nos abstractions ont de telles expériences personnelles et singulières pour origine. Tous les mots de la pensée la plus abstraite sont des mots tirés de l'usage le plus simple, le plus vulgaire, que nous avons débauché pour philosopher avec eux. Savez-vous que le mot latin dont nous avons tiré le mot « monde » signifie simplement « parure ». Mais vous savez certainement que les mots d'hypothèse ou de substance, d'âme ou d'esprit ou d'idée, les mots de penser ou de comprendre, sont les noms d'actes élémentaires comme de poser, de mettre, de saisir, de souffler ou de voir, qui, peu à peu, se sont chargés de sens et de résonance extraordinaires, ou bien qui se sont au contraire dépouillés progressivement jusqu'à perdre tout ce qui eût empêché de les combiner avec une liberté pratiquement illimitée. La notion de peser n'est plus présente dans la notion de penser, et la respiration n'est plus suggérée par les termes d'esprit et d'âme. Ces créations d'abstraction que l'histoire du langage nous fait connaître se retrouvent dans nos expériences personnelles, et c'est par le même procédé que ce ciel, cette mer, ce soleil, ce que j'appelais tout à l'heure les purs éléments du jour, ont suggéré ou imposé aux esprits contemplatifs ces notions d'infini, de profondeur, de connaissance, d'univers, qui sont toujours des sujets de spéculation métaphysique ou de physique, et dont je vois l'origine très simple dans la présence d'une lumière, d'une étendue, d'une mobilité surabondante, dans l'impression constante de majesté et de toute puissance, et parfois de caprice supérieur, de colère sublime et de désordre des éléments qui s'achèvera toujours
en triomphe et en résurrection de la lumière et de la paix. Je viens de parler du soleil, mais avez-vous jamais regardé le soleil? Je ne vous le conseille pas. Je m'y suis risqué quelquefois dans mes temps héroïques et j'ai pensé perdre la vue. Mais je vous répète, avez-vous jamais songé à l'importance immédiate du soleil? Je ne parle pas ici du soleil de l'astrophysique, du soleil des astronomes, du soleil agent essentiel de la vie sur la planète, mais simplement du soleil sensation, phénomène souverain, et de son action sur la formation de nos idées. Nous ne pensons jamais aux effets de ce corps insigne. Imaginez l'impression que la présence de cet astre a pu produire sur les âmes primitives. Tout ce que nous voyons est composé par lui. Et j'entends par composition un ordre de choses visibles et la transformation lente de cet ordre qui constitue tout le spectacle d'une journée. Le soleil, maître des ombres, à la fois partie et moment, partie éblouissante et moment toujours dominant de la sphère céleste, a dû imposer aux premières réflexions de l'humanité le modèle d'une puissance transcendante, d'un maître unique. D'ailleurs, cet objet sans pareil, cet objet qui se cache dans son éclat insoutenable, a joué également, dans les idées fondamentales de la science, un rôle évident et capital. La considération des ombres qu'il projette a dû servir de première observation à toute une géométrie, celle qu'on nomme projective, sous un ciel éternellement voilé. On n'y eût pas songé sans doute, pas plus qu'on eût pu instituer la mesure du temps. Autre conquête primitive qui s'est d'abord pratiquée au moyen du déplacement de l'ombre d'un style, et il n'est pas d'instrument physique plus antique ni plus vénérable qu'une pyramide ou un obélisque, gnomon gigantesque, monument dont le caractère était à la fois religieux, scientifique et social. Le soleil introduit donc l'idée d'une toute-puissance suréminente, l'idée d'ordre et d'unité générale de la nature. Probablement avez-vous déjà éprouvé, comme moi, mais comme beaucoup je pense, des moments soudains, plus ou moins prolongés, de grand bonheur, de grand bien-être, d'extrême bonne humeur. Une soudaine trouée de lumière après une marche prolongée dans des bois sombres, un changement inattendu de couleur à l'horizon, il faudrait inventer un mot, un rosoiement, pas un rougeoiement, un rosoiement. On n'arrive pas à croire ni à ce qu'on voit ni à ce qu'on ressent. Les voies respiratoires absolument dégagées, les fonctions digestives parfaitement fluides, le cœur s'envole. Le cœur s'envole. Or, il n'y a que ce qu'il y a, un trou de ciel très lumineux, un soleil qui revêt des habits qu'il n'avait encore jamais portés à nos yeux. Eh bien, chez beaucoup de nos semblables ou de nos non-semblables, cette liberté soudaine ne pourra s'éprouver, s'exercer sans accompagnement de réflexe verbal puis comportemental. Communion avec l'univers, gratitude envers l'esprit de toutes choses. Il y en a qui tomberont à genoux en larmes et qui s'aplatiront par terre éperdus de reconnaissance. Valérie aimait beaucoup l'histoire qui lui avait été rapportée de ce perroquet dans la cage duquel on avait mis une boule miroir, un miroir de forme tout à fait sphérique, et ce perroquet impressionné s'inclinait respectueusement devant la boule lumineuse, lui apportait des graines de tournesol, bref, lui témoignait les plus grands égards et signes de soumission, et Valérie,
partageant ce récit avec son amie la poétesse Yannette de l'Étang Tardif, conclut malicieusement: vous voyez, Yannette, les religions. Ah, j'ouvre ici une brève parenthèse pour corriger l'impression que peut faire cette anecdote. Valéry était tout sauf condescendant, tout sauf méprisant. Il regardait la foi comme une chose qui lui était étrangère. Il a pu écrire « Avoir conscience que l'on croit, cela me dépasse ». Il n'en comptait pas moins parmi ses amis des hommes de religion assez en vue. Je pense au chanoine Munier, à l'abbé Brémond, qui était un grand amateur de poésie, avec qui il a eu beaucoup d'échanges sur la fameuse poésie pure. Ah oui, la rencontre avec Teilhard de Chardin, prêtre, chercheur, paléontologue, philosophe, théologien. L'anecdote est rapportée par Agathe, la fille de Paul Valéry. Valéry déclare à Teilhard de Chardin: « S'il me fallait choisir entre spiritualisme et matérialisme, deux thèses vaines, je choisirais la seconde. Le spiritualisme demande moins d'esprit. » Je referme la parenthèse des mondanités ecclésiastiques. Alors, sur ce spiritualisme qui demande moins d'esprit que le matérialisme, est-ce que la lecture de l'extrait des Inspirations méditerranéennes vous a rendu le propos assez clair? En rappel, en résumé, nous autres, humanité naissante, au sein de tout ce qui nous entoure, des sensations physiques qui nous en imprègnent, et du vocabulaire par lequel nous essayons de les traduire, puis de l'intériorisation, de l'extraction, du détachement de ce vocabulaire. Valéry parlera de dévoiement, non de débauché, oui, ce serait débauchement, pour reprendre le mot un peu ancien, du débauchement de ce vocabulaire, de sa vertu vraiment physique et concrète. Nous nous sommes laissés faire. Nous nous sommes laissés aller dans un monde imaginaire, fait bien sûr de notre impuissance et de notre ignorance radicale, particulièrement nourri aussi de nos dérèglements nerveux. Nous nous sommes laissés entrer dans ce monde autre, ce monde second, qui nous extrait du premier, et non seulement nous en extrait, mais se donne pour plus profond, plus riche, plus infini, plus éternel que lui, et finit par nous le masquer complètement. La contagion se fait érudite, et l'érudition fait école. Songez combien de sommes théologiques ou d'équivalents dans chaque type de religion du monde font tenir dans les bibliothèques d'hommes coudes sur la table de lecture et tête entre les mains. On en arrive même à faire du monde sensible, soit chose méprisable, et de l'affectation du détachement de ses contingences, chose admirable et vénérable, soit chose avec laquelle il convient d'entrer en fusion par exercice spirituel, méditation, macération, toute une phraséologie dont le présent propos, du reste, celui que je vous tiens actuellement, ne serait pas tellement éloigné s'il n'avait pour dessein comme performatif de nous rendre sensibles de et par lui-même notre conditionnement verbal, notre colonisation verbale. Cette sensibilité acquise, éprouvée, ses conséquences concrètes sont innombrables. Deux exemples pris aux extrémités d'un spectre bien large. Si l'on cherche à vous impressionner en vous rapportant, en vous citant la parole d'un Dieu, vous savez très bien en vous-même qu'il n'y a de parole qu'humaine. Si on veut vous injurier, vous blesser, vous savez très bien que ce n'est que par convention que nos langues ont des sens, et que ce mot pris pour une injure n'est rien qu'une suite de syllabes, rendues sonores par l'appareil de la phonation. Alors oui, cette sorte de matérialisme vigilant veut plus d'esprit, oui, qu'une spiritualité mimétique, grégaire, inconsciente, soumise à ses
propre marionnette dont elle reproduit les mêmes mouvements de génération en génération et dont elle ne sent plus que c'est elle, le jouet. De l'immense et profonde mer, des inspirations méditerranéennes de Paul Valéry, au non moins insondable ventre de la mer, de Mes dessous du langage. Le texte de Valéry n'est pas disponible sur la toile. J'en ai lu quelques moments, mais au moins le mien l'est. Dans sa version en ligne, j'ai rédigé un court exergue pour la présentation de cette étude. C'est d'abord une question. Est-il au monde un livre, un seul livre, dont la lecture soit plus édifiante que la lecture des lignes de l'écorce d'un arbre? Et j'annonce qu'il va être question de la perception que, poète, nous pouvons avoir de notre humain logos dans l'ère AIRE et l'ère E accent grave RE, high-tech de tous les décloisonnements culturels. Sur ce que les poètes peuvent, pourraient, pas de vœux pieux. Je ne suis pas naïf outre mesure. 70 ans après Valéry, je me dois de tenir compte de l'avancée des sciences, de la physiologie moderne, de la neurobiologie, de la psychologie, de nos fonctionnements perceptifs. Pas plus je n'ai souhaité lire les inspirations méditerranéennes dans leur intégralité, pas plus je ne souhaite lire ici en entier ces dessous du langage. Ceux intéressés y trouveront sur la toile, par exemple, la façon dont l'encéphale, dès l'approche sensorielle, dès la perception physique, procède par identification et déduction rapide, quasi instantanée, affirmant le langage dans son rôle d'agent de communication, descriptive, narrative, explicative, injonctive. Les linguistes sondent la fonctionnalité et dès lors ils intègrent ces nouveaux paramètres dans l'étude du langage. En revanche, toujours dans le souci d'enchérir sur le matérialisme valérien, je signale ici même qu'il s'agit de traquer nos codes inconscients, lexico, syntaxiques, phoniques, phonétiques, morpho-étymologiques. La chasse est périlleuse, nos chimères verbales sont puissantes, difficiles à tromper, bien près d'être invincibles. J'y reviens et insiste une dernière fois. C'est le titre de la vidéo, Logos. Pourquoi en sommes-nous là? Invention de l'histoire. Enfantement d'origine. Au commencement était. Au commencement surtout était la croyance, dont la croyance au commencement. Nous n'avons de pensée au pluriel, que celle qu'à travers leur structure et leur forme, nos corps et nos langues nous permettent, mais aussi nous imposent. Nous croyons nos lexiques, qui, d'un nom propre ou commun qu'ils lui assignent, séparent tout objet de ce qui l'environne, et par l'isolement disent l'identifier, en dégager l'idée. Nous croyons nos syntaxes, qui recueillent, rassemblent et accordent ces bribes sémantiques pour les relier en cause, les relater en faits, assortis d'origine, jalonnés de durée. Relation au pluriel. Vocabulaire, syntaxe, conjugaison, modes et temps nous offrent suffisamment de combinaisons possibles pour donner le change. Le phénomène est plus prégnant que ce qu'on imagine. Qu'avons-nous fait de nos langues ce dernier million d'années? La question ne s'adresse pas qu'aux poètes. Nous confions notre pensée à ces mots, à ces phrases, dont nous identifions et substituons la production intellectuelle à la perception des vérités et des réalités qu'ils sont censés couvrir et qu'ils inventent ou réinventent ou créent. L'enracinement est tel, si profond, si viscéral du langage en nous-mêmes qu'il participe de l'être de façon toute physique, réflexe, cérébrospinale.
une douleur soudaine, par exemple française, se traduira par « aïe », une allemande « awa ». Troisième millénaire. Pourquoi nous en sommes là? Mon illustre homophone, sociologue, anthropologue, philosophe, Bruno Latour, prédit « Le théâtre à venir va rendre visible la matérialité du monde dans lequel nous vivons. » Je réponds « Et déjà rendre conscient du bruit de quoi les mots sont faits, la matérialité de la langue, et puis la matérialité de nos corps. » J'aurais sans doute aimé pouvoir le faire plus vite, mais mon Adonis, par son écriture, sa déclamation et son orchestique, m'a demandé 12 ans. On y voit non seulement la matérialité du monde, mais son usure, l'abus de son usage, l'inceste de Mira, et puis l'arbre, le vent, le souffle des êtres, le sang versé sur terre, l'anémos, l'anima, l'anémone. Nos langues n'ont de sens que par des conventions que la force d'habitude nous rend insensibles. Nous ne pensons jamais, et pour cause, quelle pensée notre langage nous empêche de former. L'abandon de la marche quadrupédique, le redressement, le grossissement du cerveau, le remplacement du monde et de ses éléments par les mots, trouvez la suite. Trouvons la suite en nous.